sur le marché parce que, plus souvent qu'autrement, la création nécessite des connaissances préalables et une équipe derrière soi. Donc, lui donne l'exemple que pour faire un grille-pain, si tu es toute seule sur une île déserte et que tu ne connais pas le plan pour un grille-pain, tu vas avoir beaucoup de difficultés à faire le grille-pain. Alors, les auteurs questionnent également le recours à l'idée de mérite économique pour justifier l'allocation des richesses, car d'autres facteurs, notamment le hasard et les choix institutionnels, viennent relativiser l'importance de la responsabilité individuelle. Par ailleurs, ils vont présenter 3 formes d'interaction, la coordination, la coopération, la compétition. Je ne vais pas m'attarder sur les caractéristiques de ces formes-là, mais ce qu'ils disent, c'est que ces 3 formes d'interaction-là nécessitent de restreindre la liberté individuelle et sont pourtant cruciales pour le fonctionnement de l'économie de marché. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un ensemble de règles, de normes et de contraintes qui vont permettre de produire des bénéfices collectifs importants qui ne vont pas nécessairement correspondre aux intérêts individuels en premier, mais qu'ils vont être collectivement avantageux. Il est important de comprendre que les auteurs de La Juste Part reconnaissent les effets positifs du libéralisme et l'idée n'est pas que tout le monde reçoive le même salaire. Les auteurs reconnaissent que certains produisent plus, qu'il est important que des domaines soient plus valorisés, qu'ils nécessitent et que certains domaines nécessitent une formation plus poussée qui devrait entraîner des salaires plus élevés. Cependant, les auteurs questionnent est-ce que des revenus de plusieurs milliers ou millions de dollars sont réellement nécessaires pour motiver les individus à créer de la richesse? Est-ce que ces sont réellement motivés? Mettons, donner l'exemple que certains PDG, le 2 janvier, ils ont récolté assez d'argent pour rembourser leurs impôts, puis là, c'est à partir du 2 janvier qu'ils commencent à mettre l'argent dans leur poche, mais tu sais, ça représente des fois des millions de dollars qu'ils mettent ça dans leur poche le 2 janvier, là, 2 jours après le début de l'année. Et les Québécois, ça c'est une étude qui a été faite auprès des Québécois. Ils ont demandé c'est quoi qui percevait la richesse détenue par 20% le plus riche et ce que c'était réellement. Et ils en ont conclu que les Québécois ont conscience des inégalités, car il y a un écart entre le pourcentage souhaité et le pourcentage perçu de la richesse détenue par le 20% le plus riche. Mais ils ne sont pas conscients de l'ampleur du phénomène, car le pourcentage perçu est plus bas que le pourcentage réel. Ce qui est étrange, c'est que les moins favorisés et les membres de la classe moyenne, votent rarement en faveur des politiques redistributives, ce qui les avantagerait pourtant. Par exemple, les mesures d'allègement fiscal sont souvent à l'avantage des personnes qui sont déjà les plus favorisées. Il y a 2 explications qui sont avancées pour expliquer l'appui populaire aux allègements fiscaux. D'une part, la théorie du ruissellement économique, qui suggère que les politiques néolibérales avantagent pas directement les moins nantis, la classe moyenne, mais indirectement, car la richesse des plus riches reculerait sur l'ensemble de la population, notamment par la création de l'emploi. Puis la deuxième explication, c'est que les individus tendent à mal interpréter leur position socio-économique. Ils surestiment leur positionnement social et leur possibilité d'avancement. Donc là, même si là, je ne suis pas dans 1% des plus riches, ben, j'ai une chance d'être dans les 1%, puis j'aimerais pas ça rendu là que tout mon argent va dans les impôts. Mais on pourrait aussi ajouter que les gens pensent que ça va s'arranger.
que leur situation va s'arranger, notamment avec une invention qui est... je veux dire, plus on est dans une classe défavorisée, plus c'est important, c'est la loto. Le loto. La loterie. Ils pensent que leur situation, à un moment donné, qu'ils vont gagner à la loto, puis qu'à ce moment-là, ils vont être bien contents de ne pas avoir à payer d'impôts. Ça, c'est la pensée magique. Oui, tout à fait. Mais c'est très efficace dans les personnes qui achètent peut-être 20 $ par semaine de billets de loto, c'est parce qu'ils pensent que c'est la seule façon de s'en sortir. C'est commun, ça continue. Oui, oui. Oui. Je pensais que c'était parce qu'ils idéalisaient, mettons, les gens plus riches, puis c'est ce qu'ils aspiraient à être, sans penser qu'ils étaient ceux-là, mais c'est comme leur modèle, tu sais, c'est ceux qui envient un peu, ou bien ceux qui trouvent socialement valorisables. Fait que c'est pour ça qu'ils vont voter pour ces politiques-là, parce que c'est comme leur modèle, un peu. Je pense que notre modèle de divertissement, notre modèle médiatique, valorise ce genre de vie-là, puis il nous fait croire que c'est accessible à tout le monde. On vend du rêve avec toutes les télé-réalités, les voyages, la séduction, puis je pense que ça sangle dans la mentalité des gens, puis à un moment donné, un jour je vais être riche. C'est ça. C'est le principe du rêve américain qui laisse croire que la mobilité sociale est vraiment facile, mais dans le fond, les études prouvent que la plupart des personnes restent dans la même position sociale qu'ils sont. Puis là, je vous disais que dois-je vous rappeler que la majorité d'entre nous, si c'est pas la totalité, faisons partie du 99%. Je vais terminer sur quelques chiffres. Le seuil du 1% au Québec est de 178 000. Non, je suis tellement pas. Il est marqué là. 178 000 avant impôt. Et celui du Canada est 20 fois plus élevé. Le seuil du faible revenu est 23 147. Et le seuil du salaire minimum est plus bas que le seuil de faible revenu. Ce qui fait dire qu'un travailleur qui travaille au salaire minimum 40 heures par semaine durant l'année vit pauvrement, au-dessous du seuil de pauvreté, et que pour qu'il puisse dépasser le seuil de faible revenu, il faudrait que le salaire minimum soit à 11,37 $. Toutefois, il y a un débat là-dessus parce que est-ce que si on augmente le salaire minimum, les employeurs vont être aussi aptes à embaucher les gens et aussi compétitifs sur le marché international? Et puis ceux qui répondent à l'autre position, ça c'est un argument, et l'autre position dit que... Bien, qu'il faudrait augmenter, dans le fond, pour que les gens puissent vivre décemment, il faudrait augmenter le salaire minimum à 11,37 $. C'est ça. Et baisser, que les entreprises baissent leur taux de profit. Voilà. Parce que si tu fais 52 semaines complètes au salaire minimum à 10,55 $, c'est ça actuellement, 40 heures par semaine, avant impôt, c'est 21 400. Donc on est quand même encore assez loin du presque 24 000. Donc aller travailler, avoir un travail, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on n'est pas pauvre. Mais on va en parler plus tard. Alors, je passe la parole à ma collègue. Alors, nous, notre présentation, plus tard, on va surtout parler de comment ça se présente au Québec, parce que du Québec, on n'a pas vraiment d'opinion d'ailleurs. Mais c'est quand même intéressant de voir comment les inégalités dans le monde se présentent. Puis, je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais enfin bref, tout le monde connaît l'IDH, l'indice de développement humain, qui présente, c'est sûr qu'il y a ses limites, puis un peu ses critiques à cet indice-là, mais ça donne quand même une bonne idée de quels pays sont les plus développés, ceux qui sont les moins développés. Ici, j'ai mis le top 10, donc ceux qui sont à très haut niveau de développement, le numéro 1 étant la Norvège et le 10 le Danemark. Et puis, voilà. Mais ça ne prend pas compte des inégalités, en fait. Ça se base sur trois facteurs, le revenu, la santé et l'éducation. Mais depuis 2010, on a commencé à recenser l'indice de développement humain en prenant compte des inégalités. Donc, sur ces mêmes trois facteurs. Alors, ça nous donne
un pourcentage de perte de la cote de l'indice que les pays ont selon les inégalités. Puis là, on montre que dans les pays développés, de façon générale, les inégalités sont moins grandes parce qu'il y a davantage de politiques de répartition des richesses. Et puis, comme on va en parler tantôt. Et puis, ben là, on voit, par exemple, vraiment un pays qui fait un peu une fausse note là-dedans, c'est les États-Unis, que eux, leur perte de pourcentage de l'indice de développement humain est de 17,4%. Le meilleur étant 5,5%. Puis, ce qui les fait descendre de 23 rangs de l'indice de développement humain, en fait. Ça veut dire que les États-Unis seraient, si on prend compte des inégalités, au même niveau qu'un pays à développement moyen. Puis ça, c'est clairement à cause de moindres politiques de répartition des richesses et une plus grande privatisation en défaveur des régimes publics comme on connaît ici. Voilà, moi je trouve ça vraiment fascinant en fait. Puis ça nous montre que les inégalités sont plus importantes dans les pays en développement. Les pays d'Afrique subsaharienne sont ceux qui souffrent du plus grand nombre d'inégalités. Puis voilà. Puis sinon, le pays qui est le plus égalitaire serait, selon cet indice-là, la Finlande, et le moins égalitaire, l'Angola. Et puis, voilà, c'est un peu ça. C'est juste pour vous montrer un peu comment ça se présente, puis les bonnes pratiques, puis vraiment, c'est ça. C'est pour montrer que le filet social, les mesures de répartition de la richesse sont super importantes pour contrer les inégalités. Donc, vous verrez, l'équipe du bac, elle a trouvé un autre indice qui s'appelle Gini. Oui, ben c'est basé sur Gini. Ok, c'est basé sur Gini. Et on voyait, eux, ils nous ont présenté le tableau avec plus de pays. On voyait que les États-Unis étaient entre le Ghana et je sais pas quoi. C'est ça, en fait. On vient ici, c'est comme... Non, mais je veux dire, c'est vraiment, c'est frappant, parce qu'on ne voit jamais ce genre de tableau. États-Unis, Ghana... Les États-Unis descendent de 23 rangs. Oui. Fait que, disons qu'on a là, sans tenir compte des inégalités, son numéro 5 en termes de développement humain. Fait qu'il descendrait au 28e rang. C'est ça. C'est quand même assez incroyable. Le Canada est pas si mal. Le Canada, qui est sans tenir compte des inégalités, au 8e rang, perd 7% à cause des inégalités, ce qui fait descendre de 2 rangs seulement. Mais ils disent que le Canada a connu une des plus fortes hausses des inégalités. Oui, ben c'est ça. En fait, dans les dernières années, le fossé entre les riches et les pauvres s'augmente encore davantage au sein même des pays parce que les revenus des riches sont toujours supplémentaires et les pauvres toujours moins. Ben, en fait, ils augmentent en quelque sorte comme tous, mais d'une façon moins importante. Fait entre les pays, entre eux, c'est encore pire en fait. Puis, les recherches montrent qu'évidemment, même si dans notre idée un peu libérale, que l'individu est au centre, puis que c'est ça qui est important, plus il y a une cohésion sociale, plus l'économie se porte bien, donc mieux c'est, évidemment. Ça, c'est évidemment essentiel comme information pour notre question de recherche. Oui, bien c'est ça en fait. C'est là les questions, les petites réflexions, c'est à savoir, est-ce que l'individu, quelle part doit-il faire en se sacrifiant au bien-être de la collectivité? Parce que c'est ça les mesures sociales en fait. C'est qu'individuellement, on sacrifie tous un peu notre richesse au profit de la collectivité pour permettre des programmes, pour permettre une meilleure répartition des richesses, puis comme ça, de réduire un peu le fossé entre les riches et les pauvres. Puis là, ce fossé-là, il se creuse de plus en plus au sein de chacun des pays, puis entre les pays, c'est encore pire. Puis, l'OCDE propose 4 solutions pour contrer ce problème-là. Tout d'abord, davantage aussi dans les pays en développement, parce que c'est là que les inégalités sont les plus importantes. C'est vraiment accroître la participation des femmes, c'est un des plus importants, notamment sur le marché de l'emploi. Ils ont noté que plus les femmes, dans le temps, dans le pays en développement davantage, les femmes étaient moins sur le marché de l'emploi, les inégalités étaient plus grandes, puis plus les femmes entrent sur le marché de l'emploi, les inégalités dans les pays sont beaucoup réduites. Donc ça serait vraiment accroître la participation des femmes, promouvoir l'emploi et l'emploi de qualité, puis réduire les gens qui sont sous-employés, en fait. Puis ça se fait par l'éducation et le développement des compétences. C'est important. Puis mettre en place des politiques de redistribution de la richesse efficaces.
puis, ça, c'est. Ben, en fait, c'est souvent tous les programmes de développement international misent beaucoup sur un ou plusieurs de ces points-là. Et puis, ben, en fait, plus les inégalités sont grandes, plus l'économie. C'est ça, très brièvement. Voilà. Alors maintenant, ben, on va pouvoir